Topic News avec Franck Ramarson, directeur de publication du groupe Ultima Media, comprenant les journaux Les Nouvelles, Tarach et Courrier de Madagascar. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour Franck Ramarson. Bonjour Nicole et bonjour à tous nos auditeurs. Alors, suite aux différents revers qu'elle vient de subir, la mouvance Ravalomanana essaye donc actuellement de défendre sa cause pour les élections et notamment, on attend actuellement des nouvelles de l'entrevue qui a eu lieu entre Marc Ravalomanana et Joachim Chissano. Oui, la rencontre de Marc Ravalomanana s'est tenue en Afrique du Sud jeudi avec l'ancien président de la République donc de Mozambique, Joachim Chissano. Donc il a voulu faire part de son intention de participer au processus électoral. Donc c'est toujours, comme j'ai dit ici, c'est cette contradiction qui chiffonne l'opinion publique à Madagascar, parce qu'au départ, il a tout fait d'abord pour que la mouvance Ravalomanana, je dirais, présente Madame Anna Ravalomanana, qui n'était pas, je dirais, dans les délais pour rentrer, puisqu'elle n'a pas fait les 6 mois de résidence. Et maintenant, donc, quand on a demandé, je dirais, une solution de repêchage pour demander un remplacement, donc, ils ont encore représenté la dame Ravalomanana. Donc là, je pense que il était normal que la CES rejette la requête et une troisième fois, sous prétexte que il y a eu un retard dans la réponse de la CES pour ce qu'ils ont demandé. Eh ben, un troisième rejet, donc, s'est fait il y a une semaine. Et M. Marc Ravalomanana, donc, insiste auprès de la SADC pour qu'on annule les élections à Madagascar. Donc, c'est cet aspect-là que la SADC ne veut plus, entendre parler. C'était cet aspect-là aussi, parce qu'il ne veut pas marcher dans cette combine, puisque, donc, tout a été maintenant fait. Les textes et les textes qui ont régi, donc, je dirais la validation des 33 candidats est déjà validée officiellement. Donc je ne vois pas pourquoi M. Marc Ravalomanana va lui donner encore une faveur particulière pour que la mouvance puisse encore participer aux élections présidentielles. Donc l'alternative qui reste à la mouvance, ce serait de soutenir un des 33 candidats? Moi, c'est même pas cela que je conseillerais la mouvance Ravalomanana, c'est de se préparer au deuxième tour pour les élections législatives. Bon, s'il n'y a pas de deuxième tour, il y aura donc les élections législatives le 20 décembre. Et s'ils entendent bien participer au processus, s'ils sont majoritaires aux élections législatives, elle pourra d'abord déjà donc présenter un nom de Premier ministre pour la future République. Et quand on voit la Constitution aujourd'hui que le futur Premier ministre, il aura donc le pouvoir beaucoup plus étendu que le président de la République. Moi, je pense que c'est un bon calcul si on veut faire les choses convenablement. Actuellement, il y a des voix qui se lèvent, notamment dernièrement celle de Petra Kotunian à propos toujours d'ingérence de la communauté internationale, et il y a également des mouvements qui se créent, notamment le Front de Libération Nationale qui aurait pour objectif de défendre la souveraineté nationale, et c'est notamment initié par le parti Ojkaf. Qu'est-ce que vous pensez de ces contestations, on va dire? Non, je pense que c'est un mouvement de xénophobie qu'on veut mettre en place ici, que les Malgaches n'aiment pas les étrangers, mais c'est surtout ceux dont les intérêts sont menacés qui entraînent les autres compatriotes dans cette voie. Et en pensant à M. Petra Kotunian, parce que lui, donc, il conteste la tenue des élections, que se passe en période de pluie, mais en plus, en donnant une leçon que maintenant, en Europe, donc en Europe surtout, il y a presque plus de régime présidentiel, mais ce sont donc des régimes parlementaires. Donc, quand il pense, donc, l'exemple de la Norvège, l'exemple de Danemark, l'exemple de la Suède, mais il a oublié que ce sont des rois, c'est une monarchie constitutionnelle. Donc, faire cette bavure sur le plan intellectuel, ne pas reconnaître qu'il y a des pays, donc, comme l'Espagne aussi, bien entendu, c'est le Premier ministre qui dirige un régime parlementaire. Ils sont tous des monarchies constitutionnelles. Donc il n'y a pas de président. Donc on veut encore faire croire aux Malgaches que c'est la France qui dirige encore les pays africains, que nous sommes donc sous le joug donc du néocolonisme français. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'effectivement des pseudo-nationalistes
qui veulent donc entraîner les Malgaches dans cette xénophobie, surtout dans cette francophobie, c'est que ce mouvement, qui se prénomme mouvement de la Front de la Libération Nationale, qui veut calquer donc ses actions par rapport à ce qui s'est passé au Cambodge, en Algérie, au Vietnam, donc effectivement, donc ils veulent donc instituer ce qu'on appelle la guérilla à Madagascar. Donc ce sont tous des gens qui ne veulent pas que les élections se passent, je dirais, dans la calmie. Et ce qui en plus gêne les observateurs, c'est que ces dirigeants, notamment comme vous avez parlé de Tchikaf, tout cela, ce sont tous des anciens militaires français qui ont servi donc le drapeau français, qui sont rentrés à Madagascar à faire leur retraite et qui se retournent contre leur maître. Donc moi je pense que c'est cette contradiction-là que je conteste, comme je dis, et puis il faut quand même avoir une certaine honnêteté intellectuelle que si on a servi jusqu'à la retraite, donc la France, ce n'est pas en s'installant ici, alors que toute une famille encore installée dans l'océan Indien, par exemple, pour des hommes politiques comme ceux-là, parce qu'il n'est pas le seul. Il y en a beaucoup donc qui ont cette double nationalité et qui s'en servent pour diriger contre la France, donc leur venin. Et moi, je dis honnêtement que cette notion de double nationalité, double passeport, c'est quand même quelque chose qu'il faut donc que la France revoie à l'endroit des pays comme Madagascar, parce que quand on est à Madagascar, c'est très bien d'être malgache et de fustiger la France. Quand on est en France, c'est très bien d'être français et puis contester la politique malgache en allant donc dans une ambassade saccager comme il s'est passé les locaux, comme il s'est passé en 2009. Donc on les a pris en flagrant délit. Là ils se disent français, puisque en ce temps-là on voulait expulser de France un certain nombre de, je dirais, militants de cette époque, pour ravalement, mais malheureusement c'était des Français, des Malgaches de souche, de nationalité française. Donc je dis aujourd'hui que mettre en route, créer un Front de Libération Nationale, c'est mettre donc un mouvement anti-français, étranger, qui risque de faire mal pour Madagascar, parce que on va aller vers une autre crise, en sensibilisant toujours sur des argumentations absolument, je dirais, fallacieuses, puisque nous ne sommes pas en période de guerre pour l'indépendance. Nous sommes là en période pour sortir de la crise, et pour sortir de la crise, on a aussi besoin de la communauté internationale. La sécurité reste une condition importante pour le bon déroulement des élections, mais l'insécurité reste quand même très préoccupante, surtout dans la partie sud de la grande île actuellement. La sécurité, comme vous dites, grandissante, est liée à la crise économico-politique. Donc il y a beaucoup de Malgaches qui sont dans le chômage. Pourquoi ? Parce que voilà, il y a donc ces suppressions d'emplois qu'il y a eu à cause du ralentissement des activités économiques, et surtout dans le sud, beaucoup de Malgaches ont eu des revenus grâce au programme d'investissement public. Donc grâce à des projets financés par la Banque mondiale, par l'Union européenne, par la BAD, par les bailleurs de fonds, qui ont été suspendus. Donc tous les projets qui ont, je dirais, amené des revenus, des emplois, ont été supprimés, donc ce qui fait que beaucoup de gens sont restés donc sans revenus, et cela a quand même contribué à la recrudescence du grand banditisme et surtout des dalles. Donc là on a vu donc que dans le sud, effectivement, il y a aussi un phénomène qui s'est passé, qu'on a toujours expliqué ici, que les phénomènes des dalles, si on n'avait pas en 2010 ouvert l'exportation des ébus, on aurait pu donc peut-être atténuer le banditisme dans cette région. Mais donc il y a beaucoup d'intérêts qui sont entremêlés dans ce trafic donc du zébu, dans ce trafic aussi, je dirais, dans certaines régions de bois de rose. Et on se pose la question depuis, ça fait un an qu'on a lancé l'opération des forces spéciales contre les dalles à Bétchouk, où le président de la transition lui-même est venu sur place. Et qu'en est-il exactement ? Aujourd'hui, on est toujours au même stade. Une recrudescence, que j'ai dit tout à l'heure, des vols de zébus, avec des meurtres, avec donc des assassinats. Et je me demande, même s'il n'y a pas de règlement de compte, maintenant, entre certains
Tal, certains dirigeants, pour qu'il y ait autant de barbarie actuellement. Donc moi, comme on dit, c'est une analyse qu'on fait ici, Nicole, mais je crois qu'il faut la prendre en compte. Comme on a vu aussi sur ce plan-là, sur tous les vols, les pillages de nos ressources naturelles, des bois de rose, qui se terminent aussi par une sécurité dans le nord-est, dans l'est de Madagascar, et qui deviennent légion, et que je dirais que les forces de l'ordre deviennent, je dirais, inefficaces parce qu'ils sont en face de gens bien organisés. On va parler en dernier lieu de l'actualité internationale du moment, qui est la situation en Syrie. Alors finalement, les pays occidentaux semblent se rétracter de leur déclaration d'intervenir militairement en Syrie. C'est-à-dire donc au niveau du Conseil de sécurité, donc le processus est bloqué parce qu'il y a toujours le veto des Chinois et des Russes. Donc on veut employer comme ils ont fait pendant la guerre du Corée, c'est-à-dire employer donc l'article 377 de l'Assemblée générale de l'ONU. On va passer par un vote de ce côté-là. Moi, je pense que ce sera aussi très difficile, mais toujours est-il que, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière émission, je trouve vraiment très étonnant que les pays occidentaux vont renverser Bachar el-Assad, c'est-à-dire un alaouite qui demeure toujours leur allié, car il fait partie de l'islam modéré, et que tout autour de la Syrie, il y a les régimes des régimes qui ont changé, qui sont versés dans le radicalisme. Donc aujourd'hui, ils ont bien pesé le pour et le contre. Vous savez, les Anglais, donc la Chambre des communes, les positions travaillistes, a refusé de donner le feu vert à M. David Cameron, qui a dit qu'il ne passerait pas outre donc à cette décision de la Chambre des communes. M. François Hollande aussi donc a mis beaucoup d'eau dans son vin, qu'il faut une solution politique, comme je vous ai dit. Soit il faut une solution diplomatique, une solution politique, c'est après qu'on passe à la solution militaire. Donc on n'a pas encore épuisé les deux, c'est-à-dire le politique et la diplomatie. On pourrait donc aujourd'hui voir que si il y a une sorte de transposition de ce qui est passé il y a 20 ans, 30 ans, il y a encore eu le bloc Est-Ouest. Maintenant, les Russes aussi donc déploient leurs navires de guerre dans la Méditerranée. Il y a le 5e destroyer des Américains aussi dans cette région. Et comme disaient les experts militaires, il ne reste plus que les Chinois qui vont peut-être déployer du côté de l'océan Indien. Donc là, je pense que ça devait un équilibre de la terreur à 3, donc sur cette région. Et là, je ne pense pas que ni les Russes, ni les Chinois, ni les Américains, les Occidentaux, donc l'OTAN, vont accepter qu'un régime islamiste s'installe en Syrie. Donc là, ils vont devoir discuter avec Bachar el-Assad comment donc arrêter ou bien le punir sur l'utilisation des armes chimiques. Mais je ne pense pas qu'ils vont accepter qu'un islamiste radicaliste, un sunnite ou un chiite s'installe au pouvoir en Syrie. Donc nous sommes là actuellement, et notre analyse de la dernière fois, on ne s'est pas trompé, il y a effectivement une sorte de éloignement donc de cette intervention militaire. Donc moi, c'est pour ça que je vous ai dit, quand on parle de la communauté internationale ici, ce n'est pas les mêmes remèdes au Moyen-Orient, en Tunisie, au Mali et à Madagascar. Donc ici, donc, nous ne sommes pas au stade d'une guerre imminente, tout cela, mais il y a des gens dont leurs intérêts peut-être liés à ces dalles, liés donc au trafic de bois de rose, liés à tout cela, qui veulent qu'il y aurait ce qu'on appellerait une sorte de guérilla, de guerre civile, à travers la création de ces fronts de libération nationale, à travers la création de toutes ces personnes, comme je dirais Petra Kutunian, tout cela qui commence à agiter le spectre de la lutte pour la souveraineté nationale en voulant amener les malgaches dans la rue. Moi, je pense que ce sont tous des mêmes intérêts. C'est peut-être pour ça qu'il faut les classer dans un même camp. On attend de voir les suites. On vous remercie de nous avoir suivis. On remercie Franck Ramarson. Merci aussi donc à nos auditeurs de nous avoir écoutés aujourd'hui.